Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma bibliothèque et je vous propose d'ouvrir un nouveau chapitre de mon grimoire sur les figures légendaires de la littérature. Alors allez-vous chercher un bon thé, calez-vous confortablement entre deux coussins et entrez avec moi dans l'univers des mythes littéraires. Apparue autour du 5e siècle, la légende du roi Arthur est principalement issue du folklore gallois, mais emprunte aussi à certaines références bibliques ou antiques. Si son existence historique n'est pas officiellement attestée, les historiens lui prêtent néanmoins des origines diverses, et c'est sans conteste la littérature médiévale qui donnera à la légende arthurienne ses lettres de noblesse. Personnage mythique de roi chevalier, devenu un véritable mythe littéraire, la figure d'Arthur inspire depuis des siècles les souverains comme les artistes. Les historiens restent très prudents quant à une possible existence historique du personnage d'Arthur, ce qui n'a pas empêché de nombreux médiévistes, archéologues ou écrivains de tenter de rendre compte des origines de sa légende. Les sources historiques sont recueillis sur de rares manuscrits, essentiellement des poèmes et contes en langue galloise, mais aussi des annales ou chroniques décrivant la romanisation et la christianisation de la Grande-Bretagne. Les textes gallois du Haut Moyen-Âge évoquent Arthur comme un grand guerrier défendant la Bretagne. Il apparaît pour la première fois dans le Gododin, un poème héroïque du VIe siècle, rédigé en gallois par le barde Aneirin, qui propose une anthologie d'élégies commémoratives en l'honneur des héros tombés au service du royaume. Le nom d'Arthur, qui incarne déjà un modèle de bravoure, est cité pour louer le courage d'un des guerriers morts lors de la bataille de Cattraeth. Il est ainsi présenté comme un chevalier guerrier accompli, et bien qu'il n'ait jamais été couronné roi, il aurait aidé à repousser les invasions barbares. Dans la chronique de l'Historia Britonum, au début du IXe siècle, le moine gallois Nennius le désigne comme Dux Bellorum, combattant aux côtés des rois bretons, et ne lui donne jamais le titre de roi. Selon lui, Arthur n'est encore qu'un chef de guerre breton parmi d'autres, mais se démarque par sa grande bravoure au combat. Lors de la bataille sur le mont Badon, par exemple, Nennius précise que, là, 960 hommes tombèrent en une journée, par une seule charge d'Arthur. Il s'impose aussi comme chef chrétien, car la chronique s'inspire largement de références bibliques et antiques. Arthur serait donc à l'origine inspiré de généraux romains plutôt que de chefs celtes. Mais je ne suis pas romain! Nennius n'apporte d'ailleurs que peu d'informations sur ses origines et les symboles de la légende comme Camelot, Excalibur ou le Graal, qui n'apparaîtront que bien plus tard. Dans la seconde moitié du Xe siècle, les Annales Cambriae, une compilation de chroniques galloises, reprennent largement les éléments rapportés par Nennius, tout en apportant quelques nouveautés, notamment sur la parenté d'Arthur. On y évoque ainsi pour la première fois le personnage de Mordred, sous le nom de Médro, qui est, selon les versions, soit le neveu, soit le fils incestueux d'Arthur, sans que l'on sache véritablement s'ils sont amis ou ennemis. Enfin, elle relate également la bataille de Camlann, au cours de laquelle Arthur et Médro tombèrent. Au 1er siècle, les Romains envahissent l'île de Bretagne et certains de leurs chefs ont aussi pu inspirer le personnage d'Arthur. En 1924, le médiéviste Kemp Malone estime avoir trouvé le Arthur historique en la personne de Lucius Artorius Castus, un centurion romain dont on retrouve quelques informations biographiques sur une plaque commémorative et des fragments de sarcophages du IIIe siècle. Ce préfet romain, qui portait le titre de Dux, a en effet commandé la légion Vitrix au-delà du mur d'Adrien pour combattre les Calédoniens, contre lesquels il a remporté de nombreuses victoires. Cependant, cette hypothèse a été fortement critiquée en raison du fait que l'Artorius historique n'a que très peu de points communs avec les légendes arthuriennes, et que les arguments de Malone reposent surtout sur la parenté de nom avec Arthur et sur des spéculations approximatives.
Dans les années 80, l'historien Geoffrey H. commence par soutenir la thèse selon laquelle on pourrait rattacher Arthur à Ambrosius Aurelianus, un guerrier brito-romain qui se serait battu contre les anglo-saxons au 5e siècle en tant que chef de la résistance. Ses exploits guerriers à cheval ainsi que sa puissante épée, remarquablement longue et à la précision redoutable, peuvent en effet le relier au roi mythique. Mais l'historien propose une autre théorie selon laquelle le légendaire Arthur serait aussi inspiré du chef militaire romain Riotamus, qui porte le titre de roi des Bretons dans un ouvrage du VIe siècle de l'historien Jordanès. H fait le lien entre les campagnes étrangères d'Arthur dans le récit de Monmouth et la carrière florissante de Riotamus. Il explique que le statut de roi d'Arthur serait un malentendu sur l'étymologie du nom de ce guerrier, Riotamus étant la latinisation du celte insulaire Rigotamos, qui signifie grand roi. Ainsi, devant le nombre et l'imprécision des sources concernant la légende arthurienne, le personnage historique d'Arthur semble plutôt être un mythe composite, créé à partir d'un amalgame de figures médiévales, et qui sera plutôt développé au fil des siècles par la littérature. Ce sont finalement les auteurs du XIIe siècle qui vont confirmer Arthur dans son rôle de souverain prestigieux, conquérant et unificateur des peuples. Ils l'inscriront aussi dans la succession des rois de Bretagne, puis dans la légende, Arthur devenant l'un des 9 preux, ces conquérants illustres du passé, tels Alexandre le Grand, Jules César ou Charlemagne. Vers 1125, le clerc anglo-normand Guillaume de Malmesbury rédige les Gesta Regum Anglorum, des chroniques historiques dans lesquelles figurent quelques mentions d'Arthur, seigneur breton ayant organisé la défense des peuples celtes face aux envahisseurs à la fin du Ve siècle. Cependant, Malmesbury s'inspire largement du récit de Nennius et reste proche de faits possiblement historiques, ajoutant seulement que l'on ne retrouva jamais le corps d'Arthur à sa mort et qu'on ignore où il repose. Mais c'est sans conteste l'Historia Regum Britanniae, vers 1135 de l'évêque gallois Geoffrey de Monmouth, qui va le plus enrichir le mythe arthurien en inventant une panoplie d'éléments et de personnages qui feront dès lors partie de la légende. La conception hors mariage et la naissance d'Arthur à Tintagel, les amours avec Guenièvre, puis l'adultère de cette dernière avec Lancelot, ou la trahison finale de Mordred, événement auquel il rattache aussi le mythe de Merlin et Morgane, avec l'épée Caliburn qui deviendra Excalibur, ou l'ultime retraite à Avalon. S'inspirant des légendes galloises, l'histoire des rois de Bretagne va ainsi considérablement développer la figure d'Arthur en souverain légendaire, modèle de noblesse, de justice et d'équité, descendant direct du mythique roi de Troie aîné. Ce best-seller médiéval raconte comment il rassembla les chevaliers de la table ronde à Camelot sous l'égide de Merlin et comment ils participèrent à des quêtes mythiques. Les personnages chevaleresques inventés par Geoffrey de Monmouth et les événements développés dans son œuvre vont servir de base à la plupart des histoires postérieures et lancent véritablement le cycle arthurien. La matière de Bretagne va ensuite être développée dans des romans, rédigés non plus en latin, mais dans la langue courante, ce qui permettra l'essor du cycle arthurien dans les cours d'Europe. Le clerc normand Robert Wace est chargé en 1155 par Henri II Plantagenet de rédiger une nouvelle histoire d'Angleterre, en anglo-normand, œuvre dans laquelle il développe le portrait d'Arthur et sa légende qu'il appelle le roman de Brut, ou la geste des Bretons. Arthur est désormais le modèle du souverain idéal, homme de guerre, capable de soumettre les peuples d'Occident et de réunir autour de lui les plus illustres chevaliers. Wace est ainsi le premier à expliquer qu'Arthur a institué la table ronde afin d'éviter les querelles de préséance, et à mentionner la légende selon laquelle, après avoir été emporté en Avalon, il reviendra un jour libérer son peuple. Chrétien de Troyes, un auteur français au service de la cour de Champagne, va romancer le mythe à la fin du XIIe siècle en inventant véritablement le genre du roman de chevalerie. S'il reprend les fondamentaux de la légende, il invente les personnages de Lancelot du Lac et de Perceval, dont il développe les histoires dans les romans
Lancelot ou le chevalier de la Charrette, et Perceval ou le comte du Graal. Ces récits se concentrent sur les chevaliers de la table ronde plutôt que sur le roi Arthur, et ajoutent aussi au cycle arthurien les idéaux gaulois de chevalerie et d'amour courtois. C'est également lui qui rattache la geste arthurienne au mythe du Graal, qui deviendra la quête principale des chevaliers de la table ronde. Au début du XIIIe siècle, le clerc Robert de Boron, s'appuyant sur la matière de Bretagne existante, marque une évolution de la légende par une forte christianisation du mythe. Dans la trilogie Joseph d'Arimathie, Merlin et Perceval, il fait du Graal une relique chrétienne, le Saint Calice, qui recueillit le sang du Christ et qui fut confié au fils de Joseph, puis porté en Avalon par ses héritiers. Il explique aussi que la table ronde serait une réplique de la table de Joseph d'Arimathie, construite pour le Graal dans le désert, en mémoire de la table de la Seine. C'est aussi au cours du XIIIe siècle que se développent les cycles des Vulgates, comme le Lancelot Graal ou les différentes suites, des compilations anonymes de milliers de pages qui font s'évanouir l'Arthur pseudo-historique au profit d'un Arthur légendaire. Ces récits enrichissant considérablement les aventures des chevaliers de la table ronde et les exploits du règne arthurien. Mais c'est le Morte d'Arthur de Sir Thomas Malory, rédigé en anglais vers 1470, qui va devenir l'œuvre canonique du cycle arthurien dans le monde anglo-saxon, car c'est le premier texte imprimé de la légende, ce qui permettra sa large diffusion et en fera une véritable référence littéraire. L'auteur fait des chevaliers de la table ronde une véritable confrérie qui doit se plier à un code de chevalerie strict. Tous nobles, ils arborent d'étincelantes armures et usent de techniques de combat qui sont plutôt celles du XVe siècle de Malory que de l'Arthur historique. Le mythe du roi légendaire reflète ainsi toujours l'époque dans laquelle les auteurs lui redonnent vie. À la fin du Moyen-Âge, la geste arthurienne est appréciée de toutes les cours européennes et la renommée du personnage se développe des deux côtés de la Manche. La monarchie d'Angleterre revendique ses origines arthuriennes pour mieux unifier le pays, alors qu'en Bretagne armoricaine, le mythe d'Arthur est valorisé pour soutenir les prétentions du duc à l'autorité en son duché face au roi de France. Pour les ducs de Bretagne, l'enjeu est en effet de revendiquer un pouvoir souverain de très ancienne légitimité sans provoquer le roi de France. De plus, la Bretagne celtique est vue comme terre d'enchantement. Les lacs et forêts y sont soumis à des forces magiques, et le merveilleux, profane ou religieux, entoure le héros. À partir du XIIe siècle, on rattache ainsi de plus en plus la légende arthurienne à des origines celtiques. Les rois de Grande-Bretagne, quant à eux, ont besoin de justifier leur règne, de légitimer leur conquête et de fortifier leur image. Malmesbury puis Monmouth racontent l'histoire de la Bretagne depuis l'arrivée de Brutus dans l'île d'Albion jusqu'à la mort d'Arthur, et remplissent ainsi une fonction généalogique, offrant aux souverains anglais les ancêtres exceptionnels dont ils rêvaient. À la fin du règne d'Henri II, par exemple, alors que le roi est en visite à Glastonbury, les moines de l'abbaye annoncèrent de façon étrangement opportune avoir découvert la tombe d'Arthur et Guenièvre. Giraud de Bari, aumônier du roi, rapporte qu'on retira des fouilles un cercueil de pierre décoré d'une petite croix de plomb sur laquelle on pouvait lire en latin « Si gît le célèbre roi Arthur, enseveli avec Guenièvre sa femme, dans l'île d'Avalon ». Richard Cœur de Lion nommera quant à lui son épée Excalibur, et un siècle plus tard, le roi Édouard fera enterrer le corps de Glastonbury dans une chapelle dédiée à Arthur, avant d'ordonner la construction d'une reproduction de la table ronde à Winchester. Henri VIII fera d'ailleurs repeindre cette table au début du XVIe siècle en y ajoutant la double rose des Tudors, symbolisant l'union des camps de la guerre des deux roses, et se représentant lui-même en Arthur, pour mieux affirmer son autorité royale. La reine Victoria ornera la Queen's Robing Room, salle où le monarque revêt la couronne impériale et la robe de cérémonie, de représentation de la légende arthurienne. Plusieurs souverains baptiseront d'ailleurs leur héritier comme le roi mythique. Un usage encore présent de nos jours dans la monarchie britannique, Arthur étant l'un des prénoms du roi Charles III, mais aussi de son fils William,
et de son petit-fils Louis. La postérité de la légende du roi Arthur s'explique aussi par les nombreux symboles qui entourent ce personnage. L'étymologie du prénom Arthur est à rapprocher de la racine celtique Arts ou Ars, signifiant à la fois ours et guerrier, et du terme Rix, roi, Arthorix se traduisant par roi ours ou roi guerrier. Ce nom est donc dès l'origine symbole de force et de protection, caractères héroïques bien présents chez Arthur et dans la civilisation celtique. L'ours y symbolise en effet la royauté et la stabilité, et la déesse mère celte, Arthio, est d'ailleurs représentée en ours protectrice de la nature. Arthur est le fils adultérin d'Uther Pendragon, roi des Bretons, et d'Ygraine, ou Igerne, épouse du duc de Cornouailles. Uther tombe amoureux de la belle Igerne, mais le duc jaloux, craignant que cette attirance ne soit réciproque, fait enfermer sa femme dans sa forteresse d'été de Tintagel. Cela n'arrête pas Uther, qui, fou de désir, ne peut se résoudre à oublier sa belle, et demande alors son aide à Merlin. L'enchanteur confectionne une potion, ou lui jette un sort selon les sources, lui permettant de prendre l'apparence du duc, mais en échange, il exige que l'enfant qui naîtra de cette union lui soit remis, ce que Pendragon accepte sans hésiter. Alors que le duc se bat contre les troupes d'Uther qui assiègent son château, le roi se rend à Tintagel et partage le lit d'Igerne qui ne se doute de rien. Ce n'est qu'au matin, lorsqu'on lui apprend la mort de son époux sur le champ de bataille, que la jeune femme comprend avec qui elle a passé la nuit. Mettez-vous à ma place, j'ai fait comme d'habitude, il avait la même tête. 9 mois plus tard, naît Arthur. Merlin apparaît alors, s'empare du nouveau-né, puis disparaît sous les cris affolés de sa mère. Il confiera l'enfant à Sir Hector, pour qu'il l'élève comme son fils. Deux traditions semblent s'amalgamer pour donner vie à l'épée légendaire. À l'époque médiévale, les conflits se réglaient souvent autour d'un duel. Pour symboliser sa prise de pouvoir, le vainqueur retirait une épée cérémonielle d'un rocher ou d'une enclume, pratique qui viendrait de la forge même de l'arme, coincée dans son moule de pierre jusqu'à ce que son propriétaire légitime l'en retire. Uther Pendragon, mortellement blessé, aurait fiché son épée dans la roche pour empêcher ses ennemis de s'en emparer. Cette épée de Grande-Bretagne aurait été ensuite acquise par Arthur lors d'un tournoi où il était écuyer de son frère adoptif Kay. Ce dernier, ayant rompu sa lame, confia à Arthur la tâche de la remplacer. Ignorant l'histoire de l'épée, il la retira sans difficulté de la roche et la rapporta à son frère. Kay essaya de faire croire qu'il avait lui-même réussi l'exploit, mais les chevaliers en voulurent la preuve. L'épée fut replantée et chacun tenta de la retirer. Seul le jeune Arthur y parvint à nouveau. L'autre tradition voudrait qu'Excalibur lui ait été donnée par la fée Viviane, la dame du lac, retirant l'épée magique de l'eau, alors qu'Arthur avait brisé l'épée royale. Censée le rendre invincible, elle sera rendue à la dame à la mort du héros. Il s'agit là aussi d'une coutume du Moyen-Âge breton qui voulait qu'on jette les armes des guerriers morts au combat dans un lac en guise de respect. Ainsi, les légendes se mêlent pour donner vie à cette lame enchantée qui sera l'apanage du roi Arthur. Siège de la cour du roi Arthur, située au cœur du royaume de l'ogre, Camelot est à la fois une ville et un château légendaire, mais on trouve peu d'évocations de sa construction. Certains auteurs indiquent que Camelot a vu le jour à l'initiative d'Uther Pendragon, alors que d'autres précisent que le roi y vivait sans mentionner la construction du château, ce qui laisse à penser qu'il existait bien avant lui. D'autres encore expliquent qu'Arthur aurait demandé son aide à Merlin, afin que le magicien bâtisse en quelques mois une forteresse royale sublime, digne du souverain modèle. Quant à la table légendaire autour de laquelle se réunissaient les chevaliers, elle est éminemment symbolique, puisqu'à l'époque, les tables médiévales étaient traditionnellement rectangulaires, avec un haut bout où se plaçaient les personnages d'importance,
et un babou pour les gens plus simples. L'invention d'une table ronde autour de laquelle les chevaliers siègent à égalité, sans signe de préséance, représente les valeurs de justesse et d'équité portées par le règne d'Arthur. Mais elle pourrait n'être qu'une simple métaphore de l'esprit de camaraderie masculine des soldats, qui se réunissaient pour boire avant les combats, devenant alors un symbole de la fraternité chevaleresque. La légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde est antérieure à l'apparition de l'héraldique, mais la notoriété du roi légendaire lui a valu l'attribution d'armes qui, du fait de l'anachronisme, relèvent d'armoiries imaginaires, inspirées des XVe et XVIe siècles. Hiérosme de Bara explique, dans son ouvrage Le blason des armoiries, « D'Arthur, qu'on dit avoir été roi de la Grande-Bretagne, quelques-uns ont dit qu'il n'avait que 3 couronnes, les autres 13, tantôt mises en triangle, maintenant en pâle et ainsi diversement. Il existe donc plusieurs variantes des armoiries d'Arthur. La plus courante est d'azur à 3 couronnes d'or, en pâle ou en triangle. Pour la version à 13 couronnes, plus rare, on pense plutôt à une mauvaise lecture de l'ancien français Treis. La différence du chant, de gueule en Angleterre et en Bretagne, d'azur en France, est probablement liée à la couleur privilégiée pour les armoiries royales, et l'on trouve aussi parfois l'emblème du dragon dans les armes arthuriennes. Le triangle amoureux de la légende arthurienne se développe au XIIe siècle pour les nobles dames de la cour de Marie de Champagne. Fille du roi Léodagan de Carmélide, Guenièvre est mariée à Arthur en partie pour consolider l'alliance de leur royaume, mais aussi par amour. Leurs sentiments sont réciproques et les amoureux s'entendent très bien. Selon les sources, la jeune femme possède une personnalité trouble, tantôt effacée, tantôt séductrice, son nom venant du gallois Gwennifer, que l'on peut traduire par fantôme ou esprit. La reine aime cependant son mari, le secondant même à la tête du royaume lorsqu'il part guerroyer, jusqu'au jour où Lancelot rejoint la cour. Élevé par la Dame du Lac, il incarne l'idéal du preux chevalier, triomphant de douloureuses épreuves et devenant le bras droit d'Arthur. Mais il est aussi l'archétype de l'amant courtois, capable de tout par amour pour sa dame. C'est le coup de foudre immédiat entre Lancelot et la reine. Quand elle est enlevée par le félon Méléagant au royaume de Gore, le pays sans retour, Lancelot se lance à sa poursuite, ne reculant devant aucun sacrifice. Il accepte par exemple de monter dans une charrette, symbole d'infamie réservée aux condamnés. Infamie. Mais il traverse courageusement le pont de l'épée, pénètre dans le royaume de Gore, où il vainc Méléagant, et les amants sont enfin réunis. Lancelot et Guenièvre représentent ainsi le couple idéal de l'amour courtois, le chevalier servant fidèlement son roi, tout en accomplissant les exploits les plus fous pour sa dame. Cependant, leur liaison conduit le royaume à sa perte et marque la fin de la table ronde. Après l'ultime bataille, où la plupart des chevaliers disparaissent, la reine se retire dans un monastère pour y mourir, suivie de près par un Lancelot inconsolable. Le roi Arthur est censé être mort lors de la bataille de Camlann, tué par son neveu Mordred, ce dernier ayant fomenté un complot avec d'autres chevaliers pour renverser son oncle. La terrible bataille entre les deux camps s'acheva sur un ultime duel entre les deux ennemis. Le roi parvint à transpercer le félon d'un coup de lance fatal, mais avant de s'écrouler, son neveu le blessa à son tour mortellement à la tête. Le roi est alors emmené sur l'île d'Avalon, où fut forgé Excalibur, et où la fée Morgane prend soin de lui. Ainsi, Arthur ne serait pas mort, mais en dormition. Après un sommeil temporaire, il reviendra un jour unir les deux Bretagnes. L'île d'Avalon pourrait donc être un endroit métaphorique, un pays des morts, au même titre que le paradis ou les Champs-Élysées. De nombreux lieux sont pourtant revendiqués comme l'Avalon de la légende, où l'on trouverait la tombe du héros. La colline de Cadbury, anciennement entourée d'eau près de Glastonbury, ou le site connu sous le nom de Arthur's Stone, sont célèbres en Angleterre, mais on retrouve aussi des tombeaux légendaires d'Arthur en Bretagne,
comme l'îlot d'Aval dans les Côtes d'Armor, accessible à marée basse, ou le parc du château de Compère dans le Morbihan, où pousse le chêne d'Artus, sous lequel il serait enterré. Cette profusion de sépultures montre surtout que les peuples celtiques ont transporté avec eux leurs légendes, répandant celles du roi mythique partout où ils s'installaient. La littérature arthurienne a ainsi prospéré pendant tout le Moyen-Âge, avant de perdre de l'importance dans les siècles suivants. Redevenu à la mode à partir du XIXe, le roi Arthur est toujours représenté dans la littérature ou les arts picturaux, mais la légende est surtout mise en scène à partir du XXe siècle au cinéma, à la télévision et au théâtre. Les premières représentations cinématographiques du cycle sont des courts-métrages muets en noir et blanc, sortis au début du XXe siècle. Il ne reste malheureusement que peu d'images de Lancelot and Helen, réalisé par Charles Quint en 1909, ou du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde de Giuseppe Del Ligoro en 1910. Dans les années 30, les producteurs américains s'intéressent de nouveau au roi Arthur, mais il faudra attendre 1953 et les chevaliers de la table ronde de Richard Thorpe pour qu'Hollywood s'empare du mythe avec tout le gigantisme et le glamour qui lui sont propres. Robert Taylor, qui interprète Lancelot, donne la réplique à la plus belle guenièvre du cinéma, la sublime Ava Gardner. C'est aussi la première production de la MGM en format large, l'écran panoramique en cinémascope permettant d'élargir l'espace en travelling et d'offrir aux spectateurs des scènes plus grandioses. En 1964, le film animé de Disney Merlin l'Enchanteur, de Wolfgang Rettermann, présente le tout jeune Arthur, prénommé Moustique, qui rencontre son mentor Merlin. Celui-ci entreprend l'éducation du garçon, veillant à ce qu'il fasse l'expérience des difficultés des plus humbles animaux, jusqu'à ce qu'il retire l'épée de l'enclume lors d'un tournoi et devienne un très jeune roi. La légende arthurienne va également être déclinée avec succès sous le prisme de l'humour dans le film culte et absurde de 1975, Monty Python Sacré Graal, des inséparables Terry Gilliam et Terry Jones, dans lequel le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde se lancent à la conquête du Graal, chevauchant de fantomatiques montures dans un bruitage de noix de coco et triomphant de 1000 épreuves, dont un chevalier à 3 têtes, des jouvencelles en chaleur et autres obstacles loufoques. En 1981, Excalibur de John Boorman propose un condensé du cycle allant d'Uther Pendragon recevant de Merlin l'épée mythique à l'avènement d'Arthur retirant l'épée d'une stèle de granit, puis à son mariage avec Guenièvre et la création de la table ronde, jusqu'à la conception incestueuse de Mordred qui le poussera à sa perte. L'originalité de l'œuvre tient aussi à sa dimension fantastique assumée et à une interprétation actualisée de la légende. Entre 2005 et 2009, Alexandre Astier reprend la veine humoristique de la légende dans la série Kaamelott sur M6. D'abord purement comique, présentant un roi Arthur dépressif, marié à une guenièvre idiote et entouré de chevaliers incompétents et d'un Merlin plus druide qu'enchanteur, la série, de plus en plus complexe, prend des contours dramatiques au fur et à mesure des saisons, avec des enjeux dignes du grand écran. Le premier volet de la trilogie cinématographique sort d'ailleurs en 2021. Si le cinéma est aujourd'hui le média qui représente le plus la légende arthurienne, le roi Arthur a aussi rencontré le succès sur les planches, depuis King Arthur en 1691, semi-opéra en 5 actes d'Henri Purcell, en passant par Les Chevaliers de la Table Ronde, pièce de théâtre en 3 actes de Jean Cocteau, créée le 14 octobre 1937 au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Ou encore Kaamelott, une comédie musicale américaine d'Alan J. Lerner et de Frederick Love, créée à Broadway en 1960. Pour finir, Pierre-François Martin Laval, dit PEF, reprend la comédie musicale Monty Python's Spamalot, créée en 1975, qu'il met en scène et dans laquelle il interprète le rôle d'Arthur, d'abord en 2010 au Théâtre Bobino, puis en 2023 au Théâtre de Paris. Chef de guerre parvenu à unir les tribus celtes du 5e siècle,
ou seigneur lumineux venu éclairer les âges sombres de la Bretagne, le roi Arthur est devenu au fil des siècles l'incarnation du souverain médiéval idéal. Personnage légendaire de roi chevalier aux origines magiques, puis monarque fédérateur au service de la quête du Graal, la figure d'Arthur évolue en véritable mythe littéraire, chaque œuvre enrichissant le cycle de nouvelles aventures et de nouveaux personnages. Nous pouvons ainsi souhaiter sans crainte une longue vie au roi Arthur. Longue vie au roi Arthur! Vive le roi Arthur! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle figure légendaire de la littérature.